C'est très juste. Bonjour, nous sommes le mercredi 23 décembre, il est près de 20h. Je vous parle depuis nos studios, nos locaux de la rue de la Providence. Et je vais vous parler un peu d'astrologie mondiale et de l'état actuel de l'astrologie mondiale tel que moi je le considère, de mon point de vue. Alors, la première question qui se pose, et je pense qu'elle doit être posée dans le cadre de nos colloques, c'est qu'est-ce que l'astrologie a à étudier? Quels sont les phénomènes sociopolitiques que l'astrologie doit étudier? Alors, j'ai essayé la dernière fois, dimanche 13 décembre, de faire un tour de table à ce sujet. J'aurais souhaité que les astrologues me disent ce qu'ils veulent étudier par l'astrologie, ou plus exactement, ce qu'ils veulent étudier tout court. C'est-à-dire quels sont les phénomènes sociaux qui leur paraissent intéressants à étudier. Parce que si on n'a pas une théorie générale du fonctionnement des sociétés, on ne peut rien faire. On ne va pas se contenter de dire « ah oui, ça c'est un événement important » ou bien celui-là ça ressemble à autre chose. Non, il faut une théorie de la société que les astrologues puissent utiliser. Soit qu'elles viennent de leur propre troupe, soit qu'elles aient été prises ailleurs. Alors, si on regarde le XXe siècle et le début du XXIe siècle, on est frappé par le fait qu'à certaines époques, à certains moments, le peuple semble passer à côté des partis, ne pas vouloir entrer dans le système politique. C'est ce qu'on appelle la rue. Et à d'autres moments, au contraire, son énergie est canalisée et récupérée par les partis politiques, par les structures politiques. Si on analyse la situation actuelle, par exemple, on s'aperçoit, aussi bien en France qu'en Espagne, et même en Grèce, que les gens ne vont pas dans la rue. Ils ne débordent pas le pouvoir. Ils s'expriment au travers de partis, de nouveaux partis d'ailleurs, Podemos, etc., et d'autres partis, en Grèce, en Espagne, en France, le Front National. Le Front National, qu'on le veuille ou non, est un parti politique. C'est un parti politique qui a des adhérents, qui a des électeurs, qui, tout en sachant, d'ailleurs, tout en sachant ou en constatant que ça ne donne pas beaucoup de pouvoir, ça ne donne pas beaucoup de députés, malgré tout, ils votent. Et voter, ce n'est pas la même chose que de faire des manifestations à grande échelle. Donc pour moi, ce sont là deux temps en dialectique. Le temps de la canalisation de l'expression populaire à travers des structures, des institutions, des partis politiques, et le temps où ces partis politiques ne parviennent pas à canaliser ces énergies, et on arrive à des révolutions. Parce que le mot révolution, finalement, sémantiquement, renverrait en effet à une forme d'expression populaire un peu sauvage. C'est pour ça qu'on parle assez volontiers de 1968 comme d'une révolution. C'est plutôt dans la forme. Donc la révolution, je ne remonte pas évidemment à tous les événements révolutionnaires du 19e siècle en France et ailleurs, mais la révolution, ce serait finalement, qu'on le veuille ou non, la façon d'appeler, d'étiqueter des manifestations
qui ne s'inscrivent pas dans les structures politiques traditionnelles, qui ne prennent pas la forme de partis politiques, mais tout ce que ça implique. Donc le mot révolution a pu évoluer. Vous savez, les mots évoluent selon les contextes, selon les situations. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut actuellement maintenant employer le mot révolution. Donc, pour parler en termes d'astrologie, est-ce qu'il y a des configurations qui correspondent à ces diverses révolutions, au sens où on vient de les définir, attention. Et puis, est-ce qu'il y a inversement des configurations qui correspondent à la canalisation de cette énergie, à la récupération de cette énergie par des structures politiques. Alors, voilà le genre de débat que je souhaiterais avoir, notamment les 16 et 17 janvier 2016, pour notre prochain colloque, et préparez-vous dans ce sens-là, c'est-à-dire, est-ce que l'on peut faire une liste de ces temps révolutionnaires? Est-ce que cette liste correspond à des récurrences, à des retours des mêmes configurations cosmiques, quelles qu'elles soient, et inversement, lorsque la révolution est en quelque sorte intégrée dans le paysage politique sous la forme de nouveaux partis, notamment, ce qui est le cas notamment en Espagne de façon remarquable, mais aussi en France, comme on le sait, eh bien, est-ce que là encore, lorsque les partis politiques reprennent le dessus sur l'expression populaire sauvage, est-ce que là encore, ça correspond à des configurations bien précises et récurrentes? Alors, il ne semble pas que André Barbeau, le grand maître de l'astrologie mondiale, française et même européenne, de la seconde moitié du XXe siècle, ait théorisé de manière satisfaisante une quelconque dialectique entre deux types d'événements qui alterneraient. Alors, on sait ce qu'il a proposé dans ses ouvrages sur l'indice de concentration planétaire, ce qu'on appelle aussi l'indice cyclique. Il a proposé des périodes de détente ou des périodes de tension. Je pense que ce n'est pas suffisant, parce que la détente et la tension, on peut la trouver dans des situations extrêmement diverses. Quant à l'outil astronomique qu'il propose, il est extrêmement discutable aussi, sur le plan formel. Qu'est-ce que c'est que ce bouquet de 5 planètes qui vont de Jupiter à Pluton, et dont on fait la moyenne, en quelque sorte, en regardant les écarts maximum entre les planètes les plus éloignées les unes des autres, ce qui permet de regrouper en quelque sorte les conjonctions planétaires. Parce que son cycle, finalement, c'est un cycle des conjonctions planétaires et de la multiplication de ces concentrations, de ces cycles, de ces conjonctions planétaires. C'est un cycle qui n'existe pas, en vérité. C'est un cycle complètement artificiel. Moi, si j'étudie le cycle de Saturne à travers les étoiles fixes royales, c'est un cycle qu'on peut voir dans le ciel. Maintenant, si j'étudie, comme fait André Barbeau, je ne parle pas de son cycle Saturne-Neptune, qui est une autre affaire, mais parce que finalement, ça, c'est pas de lui spécialement, ça. Mais son idée, qui est reprise de chez Gouchon, peut-être même de chez Oryx, de cycle conjonctionnel, plus il y a de conjonctions, plus il y a de tensions dans le monde, et moins il y a de conjonctions, plus il y a de détente. Ce qui d'ailleurs est une prime à l'opposition, à l'aspect de l'opposition, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec l'astrologie traditionnelle. Bon, enfin, passons. Donc finalement, voilà, André Barbeau a ouvert la voie, il a ouvert la voie vers une dialectique, vers une dualité, il a défini cette dualité comme il pouvait,
il a défini les facteurs astronomiques qui correspondaient à cette dualité comme il pouvait, il faut continuer dans ce sens-là. Et notamment, et là je lui suis gré, à savoir que il ne considère pas le zodiaque comme un référentiel valable. Sauf évidemment, d'un point de vue purement des éphémérides, évidemment, qu'on va situer une planète dans le zodiaque. Mais ce n'est pas parce qu'on la situe dans le zodiaque qu'on doit l'interpréter zodiacalement. Il ne faut pas jouer sur les mots. Donc, alors l'autre question qui se pose, évidemment, c'est faut-il combiner une configuration astrologique est-elle une configuration qui connecte deux planètes, comme le faisait déjà au Moyen-Âge Albus Mazar quand il connectait Jupiter et Saturne, ce que Barbault appelle le cycle planétaire, donc le cycle biplanétaire, il faut dire, ou bien si une configuration astrologique, c'est la relation entre une planète et une étoile fixe. Donc là, on a une véritable dualité. On n'a pas deux planètes qui ont le même profil, en quelque sorte, parce que les planètes, elles se ressemblent toutes, même si elles n'ont pas la même vitesse de révolution. Une planète, c'est une planète. Une étoile, c'est une étoile. Donc, effectivement, ne jouons pas sur les mots. Donc, effectivement, ces relations planète-planète ne me paraissent pas très saines, alors que, parce qu'elles ne sont pas l'expression d'une véritable dualité, alors que la connexion planète-étoile me paraît beaucoup plus intéressante. Pour toutes sortes de raisons que j'ai d'ailleurs exposées par ailleurs. Voilà donc un petit peu le profil de l'astrologie mondiale, tel que je la vois pour les prochaines années. Cela dit, s'il y a des gens qui sont sceptiques sur cette forme d'astrologie, sur ce programme, ils peuvent venir en débattre avec moi lors de ce colloque. Au contraire, ils peuvent apporter des arguments, tant sur le plan des outils astrologiques, que sur le plan d'analyse socio-historique ou socio-politique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, il est possible aussi que les moments marquants que j'ai définis pour tel cas de figure ou tel autre cas de figure puissent être expliqués autrement. Et dans ce cas, effectivement, il y a aussi d'autres problèmes qui se posent. Il y a aussi le problème de savoir si on doit utiliser les planètes au-delà de Saturne, parce que ces planètes qui ne sont pas visibles. Or, pour moi, l'astrologie, elle est née d'un consensus millénaire, c'est-à-dire que les sociétés qui ont appris à observer le ciel, et puis après, c'est devenu subconscient. Donc il a fallu énormément de temps pour que nous ayons une perception subconsciente du cosmos. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein, ça demande une très longue durée. Là, on est dans la très longue durée. L'astrologie a besoin de la très longue durée, non pas parce qu'elle étudie la très longue durée, mais parce qu'elle a besoin pour exister en tant que discipline, qu'elle a besoin pour exister anthropologiquement, elle a besoin de la durée. Pour que ça s'inscrive dans le code génétique, pour que ça s'inscrive dans notre subconscient.